Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un petit concept appelé Mr. Brown Therapy. Yes, Mr. Brown Therapy, la thérapie de Mr. Brown. T'as compris, t'as pas compris? Anyway, donc là je vais vous faire une série de 5 épisodes, dans lesquels je vais vous parler un peu de ma vie, enfin de quelques période de ma vie pour que vous appreniez à me connaître parce que sur Insta, vous avez été nombreux à me dire ouais, on va apprendre à plus te connaître, t'es un peu réservé, etc. Et même d'autres personnes que je connais dans ma vie m'ont fait cette réflexion. Oui, je suis une personne assez réservée, je ne m'ouvre pas comme ça au public à raconter ma vie quand même. Oh Donc voilà, donc aujourd'hui c'est l'épisode 1 de Mr. Brown Therapy. Donc ça va commencer. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup d'être là. Tu peux visiter, voilà, fais un tour, regarde un peu mes vidéos. Et puis si tu es intéressé, bah, tu t'abonnes tout simplement. Tu likes pour me soutenir. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Instagram. C'est toujours le même nom, Mr. Ali Brown. Et sur TikTok, c'est le même nom aussi, Mr. Ali Brown. Allez, c'est parti. On va donc commencer avec l'épisode 1 de Mr. Brown Therapy. Et cet épisode, c'est... Grandir avec un père violent. C'est parti. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler d'un sujet très intime et très difficile. Voilà, c'est pas facile d'aborder ce genre de sujet, de parler un peu de ses parents, de sa famille en général. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va surtout vous aider parce que je sais que je suis pas le seul dans cette situation. Voilà, donc moi, j'ai grandi dans une famille africaine, donc ivoirienne, musulmane, et je suis l'aîné de 4 enfants. Donc voilà, donc nous sommes 4. Et bien sûr, c'est moi le prince. Ah En vrai, je suis grave le plus beau de la famille. Enfin, après, voilà quoi. Anyway, donc du coup, j'ai reçu une éducation très stricte. Parce que je suis un homme, je suis l'aîné, donc je devais montrer l'exemple. Et malheureusement, mon père, donc le paternel, était très violent. Violent, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et tout ça, en fait, ça a créé pas mal de traumas dans ma vie. Et c'est aussi pour ça que je suis la personne que je suis aujourd'hui, assez réservée et qui parfois ne fait pas tant confiance. C'est parce que, voilà, il s'est passé pas mal de choses traumatisantes dans ma vie. Et donc, il y a un incident, il y a eu plusieurs incidents. Par exemple, on va dire les incidents minimes, c'était du style, par exemple, pour apprendre mes tables de multiplication ou d'addition, c'était vraiment, c'était barbare en fait. Hein. C'était du style, tu apprenais tes tables de multiplication et tu les récitais tous les soirs. Et en fait, à chaque erreur que tu faisais, tu tendais la main et tu te prenais des coups de ceinture. Et si tu veux, ça en fait, moi, ça m'a traumatisé parce que du coup, j'avais un peu la phobie des maths. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, pour moi, en fait, les nombres, les maths, les calculs, ça voulait dire coup de ceinture. Donc en fait, ça a fait que j'ai détesté les maths et je continue un peu quand même à ne pas trop aimer les filières scientifiques parce qu'il y avait toujours en fait cette peur de faire une erreur, mais surtout d'être puni pour cette erreur. Il y a eu pas mal d'incidents comme ça et c'est un peu comme ça que j'ai appris mes leçons, quand là je te parle juste de table de multiplication, mais ça a été comme ça pour plein de choses où la moindre erreur, il y avait forcément un coup de ceinture. Et à l'âge de mes 8-9 ans, il y a eu cet incident où en gros j'ai volé de l'argent pour la deuxième fois. Très clairement ce n'est pas bien, ok. Mais bon, j'étais jeune et c'était 10 balles, j'ai pris wesh. Je suis désolée, c'est pas drôle. Et donc en fait j'ai volé du coup pour la deuxième fois. En fait la première fois ma mère m'avait un peu fait la morale. Et la seconde fois, c'est pas passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le père est venu me chercher dans mon lit et m'a dit ouais et tout, donne les 10 € et va au salon. Donc du coup je sors de mon lit et tout,
je vais du coup, je donne du coup les 10 €. Et là, il me dit, écoute, bah là, tu vas te mettre en face de la fenêtre, tu enlèves ton t-shirt, tu te mets à quatre pattes. Et je reviens. Je m'exécute, j'enlève mon t-shirt et j'avais un pyjama très léger, donc j'avais que un short. Donc j'ai juste enlevé mon t-shirt, je me suis mis du coup à genoux devant cette fenêtre. Et du coup, il est revenu avec la ceinture. Et je te laisse imaginer ce qui s'est passé. Il s'en est passé, je pense, une bonne, enfin 5 minutes, je pense, 5 minutes, je ne pourrais pas dire combien de temps, où j'ai été fouetté à moitié nu. Et quand je dis fouetté, ça a été virulent. J'avais du sang partout, j'avais des blessures partout. En fait, ce qui m'a le plus choqué aussi, et le souvenir que j'ai, c'est parce que finalement, les coups, on ne se rappelle plus de la douleur, c'est traumatisant, mais on ne s'en rappelle plus. Mais c'est surtout le regard rouge. Il n'y avait aucun amour. Et c'est ça en fait que je retiens, c'est qu'il n'y avait aucun amour. À ce moment-là, c'était... en vrai, je pense que s'il aurait pu me tuer, j'aurais pu mourir. Vraiment, j'aurais pu dead. Et c'est les coups de ceinture, c'est le regard, c'est le sang partout. Et à la fin de cet épisode-là, je ne veux pas rentrer trop en détail parce que j'ai pas non plus envie de pleurer dans la caméra. Mais il y avait vraiment ce sentiment d'être seul en fait, genre quand tu dis quand même la personne qui est censée te protéger et t'aimer finalement te met à quatre pattes et te fouette comme si tu n'étais qu'un chien, comme si tu n'étais que du bétail, un petit mouton, enfin n'importe quoi en fait. À ce moment-là en fait il y a eu une fracture, en moi puisque j'ai compris que cette personne-là n'allait pas pouvoir me protéger physiquement et émotionnellement. Et du coup à la fin de cet incident-là en fait il m'a renvoyé dans ma chambre, donc il m'a renvoyé me coucher. Et j'étais en sang, je pleurais, bien évidemment, j'ai pleuré, j'ai crié, enfin, voilà, enfin, j'étais un enfant de 8 9 ans. Et du coup, et donc du coup, je vais dans mon lit en sang, je pleure énormément. Et en fait, si tu veux, ma petite sœur dormait en dessous, parce qu'en fait, on avait un lit superposé. Et du coup, je dormais au-dessus et j'ai pas osé trop pleurer, parce qu'en fait, on est quand même le big brother, you know what I mean? Et bien évidemment, on n'a pas envie de montrer non plus notre faiblesse à notre petite sœur. Donc c'est vrai que elle me demandait comment ça va et tout. Et je faisais le mec, ouais, non, t'inquiète, ça va. Mais en fait, j'étais hyper traumatisé. Mes draps étaient en sang. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a battu comme un animal. Il m'a juste renvoyé dans mon lit. Il n'y a pas eu de genre, on va te soigner ou un truc comme ça. C'était non, tu vois. Et c'était... et en fait, c'est au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, une semaine je pense, où en gros la mère s'est dit ouais non mais c'est pas bien et tout, il faut le soigner blablabla. Et donc du coup en fait à ce moment-là, après quelques jours, il a, je sais même pas, il n'y a pas de terme positif pour ça, bitch. Il a juste corrigé ou réparé l'erreur qui était faite sur mon corps, voilà, on va dire ça comme ça, parce que bon, soigner c'est un grand mot. Et durant du coup cet incident-là, cet épisode traumatisant de ma vie, en fait il m'a laissé une cicatrice. Et j'ai une cicatrice sur mon épaule gauche. Je vous mettrai peut-être une photo si je trouve, mais en tout cas j'ai une cicatrice. Et en fait il a dit, je t'ai fait cette cicatrice pour que tu puisses te rappeler toute ta vie en fait de cet incident-là et de ce que je t'ai fait. Et en fait, il a réussi, puisqu'en fait, la cicatrice est avec moi et elle sera avec moi à vie. Et les conséquences, en fait, c'est que par exemple, à la fin de cet incident-là, étant très jeune, je ne savais pas comment justifier les cicatrices que j'avais sur mon corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y avait des copains qui me disaient, ouais, je comprends pas, là, tu as une cicatrice parce que forcément, tu vas à la piscine quand tu es en primaire. Tu vas à la piscine, tu as des cours de nain. Et du coup, les gens ils me demandaient, mais pourquoi tu as des cicatrices? En plus, c'est pas genre des griffures, tu vois. On sent que tu as été battu. Et du coup, l'enfant qui était en moi, en fait, a automatiquement menti et a dit non, en fait, je suis tombé dans des buissons, c'est une longue histoire. Bref, je détournais le truc, en fait. Et j'ai aussi caché, en fait, même ces cicatrices-là à mes professeurs parce qu'en fait, je me suis dit, si jamais je dis que j'ai été battu de cette façon-là, forcément, ils vont appeler une assistante sociale et ils vont me retirer de mes parents. Donc du coup, ça veut dire que je serai un enfant comme ça, peut-être adopté de gauche à droite, je ne sais pas. Ma petite sœur, qu'est-ce qui va se passer? Enfin,
il se passait plein de choses. En fait, étant très jeune, je pense que j'ai toujours été mature. Je pense que je suis né avec une âme de vieux. Ce qui a fait que j'ai toujours été dans l'anticipation. Et je pense que j'ai toujours eu une intelligence émotionnelle qui a fait que je savais dans quel environnement je me trouvais et je comprenais les choses sans même avoir besoin qu'on me les explique. Donc j'ai beaucoup caché ça et je pense même que j'ai normalisé en fait cet épisode traumatisant. J'ai normalisé les violences que j'ai subies en étant enfant et j'en ai très très peu parlé. J'en parlais juste à une pote. Et c'était tout quoi. Bien évidemment, après cet épisode-là, j'ai continué à recevoir des coups pour divers motifs, pour diverses raisons. Il n'y avait pas que la violence physique, il y avait aussi la violence verbale, il y avait aussi une violence psychologique. Je me rappelle par exemple, il y a un moment où j'ai pris l'habitude en fait de cacher mes notes. Donc je ne les montrais plus. Et bah, malheureusement, un jour ou l'autre, tu as ton bulletin de mi-trimestre, ouais, et tu as ton bulletin à la fin du trimestre. Et du coup, bah, on voit les notes. Donc on voit que oui, là tu m'as apporté des 12, des 11, mais derrière, je vois que tu as 6 de moyenne. Donc où sont les 3, les 4, les 2? C'est là où les coups prenaient. Et du coup, bah, à ce moment-là, forcément, il se rend compte que j'ai menti. Il me demande pourquoi j'ai menti. Comment tu peux dire à ton père violent que tu mens parce qu'en fait, il n'a pas envie de te prendre des coups. Et si jamais tu lui dis ça, il va te dire, bah, dans ce cas-là, tu n'as qu'à apprendre tes leçons. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est pas apprendre les leçons. C'est juste que ton enfant a des difficultés dans les matières et tes compétences d'enseignement sont trop primaires. Espèce de barbare! Du coup, ça faisait que, par exemple, je me rappelle une fois, il est rentré d'une réunion parents-prof. Et en fait, il m'a littéralement boxé. Quand je vous dis qu'il m'a boxé, c'est dire que j'avais un bleu. Il m'a tellement boxé que j'avais... En fait, il y a un moment où je me suis même dit, I'm gonna die again. Like, I'm gonna die again. Et donc, du coup, c'est... À force d'avoir fréquenté cet individu-là et d'avoir subi toutes ces violences-là, il y a eu un profond détachement émotionnel. Et ce détachement-là, c'est creusé, c'est affirmé de plus en plus en grandissant. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis pas sûr de ressentir une quelconque affection pour le paternel. Je suis très très neutre là-dessus et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas. Mais en fait, quand vous avez subi autant de traumas, autant de violences, et c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas que des violences physiques, c'est aussi des violences psychologiques. Je me rappelle une fois, par exemple, j'avais fait un truc bête à l'école, je pense que j'avais caché des notes, caché des mots, enfin bon bref, j'avais fait n'importe quoi. Du coup, il l'a découvert et là, il était passé du style, en fait, il avait appelé ma mère et il avait dit, ouais, et tout, ton fils, je peux plus m'en occuper. Ton fils, hein, je précise, ton fils. Oui, viens lui parler, nanani nanana, sinon je vais lui casser la gueule. J'étais en mode, ah. En plus, c'est même pas comme si genre j'avais volé dans un... Je n'ai pas volé, je ne fais pas de drogue. Je n'ai pas mis de fille enceinte. Même si j'avais fait tout ça. Est-ce que ça vaut... Franchement, j'ai pris des mots durs et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai internalisées et je pense que mon cerveau a zappé pas mal de choses. Parce qu'au final, en fait, je commençais à vivre dans le passé. Il y a un moment, en fait, il faut se libérer. Mais il y a eu pas mal de choses comme ça et parfois aussi... quand tu te promènes dans la maison, tu te sens épié, tu sens qu'on regarde tout ce que tu fais, tu sens que la moindre chose, tu vas te faire éclater pour rien, une critique par-ci. À un moment, il m'a même dit, ouais, et tout, si tu as des mauvaises notes, c'est parce que tu n'es pas assez concentré à l'école, tu traînes trop avec les filles. Et j'étais en mode, mais en fait, ça ne veut rien dire. Tu penses que moi, si j'ai des mauvaises notes, c'est parce que les filles me distraient? C'est beau, déjà à cet âge-là, certes, j'étais gay, mais... j'avais pas d'amis gays, donc du coup j'avais aucune distraction sexuelle littéralement et puis ça n'avait rien à voir, enfin oui, il y avait un réel décalage et aussi il n'y a pas eu que les violences que j'ai subies, il y a aussi les violences que mes frères et sœurs ont subies, que j'ai vues et j'ai été le témoin de ces violences là. Je l'ai vu frapper ma petite sœur, je l'ai vu frapper mon petit frère, je l'ai vu faire la même chose qu'il m'a fait, c'est-à-dire mettre mon frère à genoux et le fouetter, sauf que là, il a été, on va dire,
Et il a été rien du tout, il a laissé son t-shirt. Et encore, il lui a laissé son t-shirt parce qu'en fait, la mère a dit que oui, que c'était pas normal de pas faire ça et de lui laisser son t-shirt. le truc, en fait, si tu veux défendre tes enfants, anyway, I'm not going there. Ça sera pour un autre épisode. Du coup, j'ai vraiment vu toutes ces violences-là et j'ai vraiment grandi dans un environnement toxique, dans un environnement où la moindre chose, tu te prenais des coups. Je me rappelle une fois, ma petite soeur a pris un coup parce que, enfin, s'est pris des coups parce qu'elle avait oublié pour la je ne sais quelle fois son cahier de texte à l'école. C'est un cahier de texte, juste pour faire des devoirs. Genre, enfin, franchement, moi, je sais pas si c'est parce que je suis trop sensible, mais en fait, il y a des. Pour moi, la violence, ça doit être. Déjà, c'est pas forcément justifié, mais des violences comme ça, bête, franchement, arrêtons en fait. Et il y en a qui vont me dire. Oui, Ali, comprends-le, ton père il a grandi dans un environnement où il se faisait frapper, dans un environnement violent, donc il ne fait que retranscrire ce qu'il a vécu dans son enfance. Les psychologues à deux balles, je n'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, tu es un homme éduqué. C'est tout le temps lui qui dit que oui, il est allé à l'école. Si tu es allé à l'école, tu prends un livre, tu t'assois, tu prends un livre sur la psychologie, mon frère, ou tu payes un psychologue pour t'aider en fait à réparer tous tes soucis. Tu n'as pas en fait à te défouler sur tes enfants. Moi, il y a des moments où je pensais en fait, il y avait une réelle frustration. On n'a aucun point commun. On n'a rien à se dire. J'aime pas le foot. J'aime pas rien. Tout ce qu'il aime, j'aime pas. Et même si j'aimais, je n'aimerais pas. Voilà. Donc ça fait qu'en fait, on n'avait vraiment rien en commun. Et je pense que ça aussi, c'est un truc qui l'a frustré parce qu'en fait, il ne se voyait pas en moi et il essayait en fait de me modeler en son image. Sauf que c'était clairement impossible puisque déjà, tu m'avais déjà traumatisé et je ne voulais absolument pas ressembler à ce type de près ou de loin. Je ne veux absolument rien de ressemblant. C'est mort. Et du coup, je pense qu'il y avait ça aussi qui faisait que parfois il s'acharnait, il était littéralement sur mes côtes. Je me disais, mais laisse-moi respirer en fait. Laisse-moi respirer, please. Aujourd'hui, je veux aucune relation émotionnelle avec le père. Je ne veux pas lui parler. En fait, rien que penser à lui, ça me crée de l'anxiété. Le voir me met dans un état où je veux juste changer de trottoir. Je ne suis pas à l'aise. Et en fait, j'arrive à un point de vue dans ma vie. J'arrive à un point dans ma vie, un point dans ma vie où en fait, je dois choisir si je souhaite avoir cette personne-là dans ma vie ou pas. Certaines personnes qui ne comprennent pas ça. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi je veux couper les ponts avec certains membres de ma famille. Pourquoi je dis que je n'ai aucune affection pour le père. Je pense que personne ne peut avoir une affection pour une personne qui l'a battu. Même un animal, si tu le bats tous les jours, il finira par te mordre ou alors il finira par fuir. Et c'est exactement pareil avec les humains. Aujourd'hui, je suis incapable de dire « ouais, je veux une relation avec le père, je n'en veux pas ». Et en fait, c'est ça la conséquence principale pour lui, c'est qu'en fait, il n'aura pas de relation émotionnelle tout court avec son aîné, mais aussi peut-être avec ses autres enfants. De mon côté, ça a été pas mal de traumatisme parce que du coup en fait j'ose pas, déjà j'étais hyper réservé, comme j'ai dit, chez moi je parlais pas du tout, j'étais très calme parce que je me disais le moindre mot, déjà il fallait que je gère ma sexualité, il fallait que je gère le racisme à l'école. En fait quand on est jeune on a plein de choses à gérer parce qu'en fait on cherche son identité. Et donc chercher son identité, chercher à se comprendre et en même temps subir toutes ces violences-là, ça fait que j'étais hyper renfermé. En plus de ça, je bégayais, donc forcément, je ne pouvais pas me défendre. Mon bégaiement, en fait, il survient quand je suis sous pression. Et donc, étant jeune, j'étais souvent sous pression. Dès que ce mec se mettait devant moi, je bégayais. Donc, déjà, ça l'énervait. Du coup, il me giflait pour dire parle mieux. Du coup, tu me gifles. Moi, je suis déjà stressé. En fait, je ne peux plus parler. Donc, tout ce que tu vas dire, je vais juste dire c'est vrai. Tu vas dire que j'ai volé. Je vais dire oui, j'ai volé. Parce qu'en fait, je veux juste que la conversation soit terminée, en fait. Et pour ceux qui vont me dire oui, mais aussi pourquoi Ali, genre tu cachais des notes et tout, au bout d'un moment, je me suis dit, la stratégie est simple. Tu ramènes une note, toutes les semaines, tu te fais frapper. Au bout d'un moment, mon cher, il faut cacher les notes et puis les montrer une fois. Comme ça, on va te frapper une fois et puis c'est fini. Je sais, c'est triste, mais c'est la vérité. Mon manque de confiance en moi, mon manque de confiance envers les autres, parce que du coup, en fait, je me suis dit, si la personne qui est censée me protéger, qui m'a élevé, est
capable de faire, d'être un monstre comme ça, mais vraiment, mais de me battre comme si je n'étais rien, comment les autres seront à l'extérieur en fait. Donc j'avais très très peur de m'ouvrir aux gens, d'être vulnérable. J'avais aussi une haine profonde envers cette personne-là. J'étais très 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 en colère. Et, euh, et vraiment, si j'avais le physique pour, j'aurais rendu les coups qui m'a fait. Tout simplement, j'aurais rendu les coups qu'il m'a fait. Malheureusement, je n'avais pas le physique pour ni le courage pour, donc j'ai dû subir. Mais voilà, donc il y a vraiment eu ce manque de confiance là. Il y a eu, je pense que je me suis senti trahi, je me suis senti seul énormément parce que j'avais aucun soutien émotionnel. La mère cautionnait le comportement de son mari. Donc il n'y avait pas non plus de protection maternelle en mode je vais défendre mes enfants contre cette violence-là. C'était plutôt le traitement du silence. Elle est témoin mais elle ne dit rien. Pour moi c'est la même chose en fait. Si tu es témoin d'une personne qui se fait violenter, tu es également coupable. Je suis le juge ici. Ça m'a vraiment blessé, ça m'a détruit. J'étais très énervé, très en colère. J'ai mis du temps à m'en remettre. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est gravé en moi et j'ai toujours la cicatrice sur mon épaule. Donc en fait, tous les jours, je me remémore en fait cette scène-là. Et tu vois, par exemple, parfois je me dis, imagine un jour si j'ai des enfants, ben en fait, ils vont voir cette cicatrice, tu vois, et ils vont dire, mais papa et tout, pourquoi tu as cette cicatrice? Il va falloir que je les explique. Donc, en fait, si tu veux, cette cicatrice-là, en fait, il a eu raison, je n'oublierai jamais, elle fait partie de mon corps, et en fait, je devrais toujours expliquer l'origine de cette cicatrice. Tu vois, même quand j'ai un copain, quand je rencontre quelqu'un, forcément, il voit cette cicatrice. En été, quand je mets un t-shirt, on voit cette cicatrice. Bon, aujourd'hui, il y a un tatouage, donc ça se voit moins. Mais du coup, il y a toujours cette question-là, en fait. Et en fait, ça ouvre toujours cette blessure que j'ai en moi et que j'essaye, en fait, de guérir. Mais je pense que c'est une blessure de l'âme, c'est une blessure émotionnelle. Et je ne suis pas sûr que ce type de blessure-là guérisse. Je pense qu'on apprend à vivre avec et j'ai appris à vivre avec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de faire cette vidéo et d'en parler librement et sans gêne. Bon, je suis un peu stressé, hein. Voilà, donc grandir en fait avec un père violent, moi, ça m'a vraiment renfermé. Encore une fois, je sais que je me répète, mais ça m'a renfermé, ça m'a détruit. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans mon caractère qui provient de ces différents incidents-là. Donc, comme je l'ai dit, celui de faire confiance aux autres, celui d'être très renfermé, très réservé. Je ne parle pas souvent de ma vie, je suis assez mystérieux parce qu'en fait c'est un moyen de protection. C'est comme ça que je me suis protégé en étant enfant. Je me suis dit, moins il en sait sur moi, moins il sera capable de me blesser émotionnellement. Il pourra toujours me blesser physiquement, mais il ne pourra pas retourner ce que j'aime contre moi. Et du coup, je pense que je suis toujours dans ce réflexe-là d'autoprotection et je ne m'en excuse pas. C'est pas quelque chose que je souhaite retirer. Je pense que ça m'a beaucoup aidé et que ça continue à m'aider. Et aujourd'hui, j'en suis conscient. Et donc, parfois, je m'autorise à baisser cette barrière. Mais c'est pas quelque chose que je veux retirer de ma vie. Et parfois, il faut juste être honnête avec soi-même. Le fait d'avoir grandi avec un père violent, ça a eu des conséquences psychologiques. J'en parlerai dans une autre vidéo, dans un autre épisode, quelles ont été ces conséquences-là et comment j'ai surmonté ces différents traumatismes. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais partager cette histoire-là de ma vie parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi Mr. Brown est un peu froid, peut-être un peu agressif, mais aussi pourquoi Mr. Brown est tout simplement fort. Parce que bien évidemment, certes ça m'a traumatisé, mais je suis une personne forte aujourd'hui parce que j'ai survécu à ces traumatismes-là. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que je suis capable de faire cette vidéo et de rire tous les jours parce que je le choisis.
ne choisis plus d'être une victime, je choisis d'être un survivant, d'être un warrior, d'être Mr. Brown. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi aussi tu as grandi avec un parent violent? Comment est-ce que tu as surmonté cela? Comment est-ce que tu as grandi avec un parent toxique? Comment tu as surmonté ça aussi? Voilà, n'hésite pas à partager ton ressenti et ton avis. Et puis on se retrouve prochainement pour un autre épisode de Mr. Brown Therapy. Mouah.